Vous l'avez vu, ils sont déjà tous les deux attablés pour cette conférence autour du patrimoine professionnel dans le cadre du divorce. Stéphane, David et Erika Guillaume, merci à tous les deux. Je vais vous laisser officier pendant 45 minutes. Non, il n'y a rien à toucher, ils sont allumés, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Donc 45 minutes de conférence et ensuite une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Je vous laisse vous organiser et je reviens donc dans 45 minutes. Bonne conférence à tous les deux. Bonjour. Merci pour cette introduction. On ne voit pas la salle. Donc bonjour à tous, merci évidemment aux organisateurs de cette manifestation de nous avoir conviés une fois de plus. On avait le plaisir d'être là déjà il y a 2 ans. Nous allons vous parler aujourd'hui, cet après-midi, à peine sorti du déjeuner, du patrimoine professionnel en cas de divorce, un patrimoine professionnel qui est aujourd'hui au centre de nombreux débats liquidatifs pour tous ceux qui interviennent en matière de divorce. Et pourtant, la notion de patrimoine professionnel n'est pas définie par le législateur, ni dans le Code civil, ni dans le Code de commerce. Alors, il a fallu faire des choix. 45 minutes, c'est à la fois long, ça peut être long, mais c'est très rapide. Et donc, nous allons nous concentrer sur les biens qui servent à la profession d'un époux, donc une définition ultra simple qui regroupe plusieurs situations. Ça va du micro-entrepreneur à l'entrepreneur individuel, qu'il soit artisan, commerçant, agriculteur. On va aussi parler des professions réglementées, que sont les pharmaciens, les géomètres ou les notaires, mais bien évidemment également des époux qui peuvent être associés actionnaires dans le cadre d'une structure, j'allais dire, plus organisée, c'est-à-dire une société. En revanche, nous laisserons de côté volontairement, ça aurait pu faire l'objet de longs développements certainement très intéressants, mais ce sera peut-être l'occasion de revenir ici sur Rennes. Nous allons laisser de côté toutes les questions de rémunération. Et on sait que nos entrepreneurs ont aujourd'hui beaucoup d'imagination en la matière, et notamment, mais pas seulement au régime de communauté. On a des questions de qualification qui sont très intéressantes, mais voilà, on devait traiter du patrimoine professionnel, on s'est orienté vers le patrimoine en capital plutôt que le patrimoine en revenu. Voilà pour ce qui est de ces quelques mots d'introduction. Notre plan va être subdivisé en 2 parties. Bien évidemment, on va s'intéresser aux modalités, au sort plutôt d'ailleurs, plus qu'aux modalités, au sort du patrimoine professionnel en cas de divorce. Cela va sans dire, c'est le cœur du sujet, mais la question du sort du patrimoine professionnel suppose au préalable, et ce sera l'objet d'une première partie, d'envisager la qualification de ce patrimoine professionnel. Et la question de la qualification du patrimoine professionnel, qui fera donc l'objet de notre première partie, se pose sous un jour différent selon que nos époux qui divorcent sont mariés sous le régime de la communauté légale ou au contraire sous un régime conventionnel. Alors on ne va pas envisager tous les régimes conventionnels, mais ceux qui nous intéressent au premier chef s'agissant d'un patrimoine professionnel, j'entends par là le régime séparatiste et le régime participatif. Commençons donc par le régime légal de la communauté. De manière très synthétique, vous le savez tous, un bien acquis après mariage, s'il ne l'est pas accompagné d'une déclaration de remploi ou d'une preuve incontestable, va tomber en communauté. Il en est évidemment de même des droits sociaux. Pourtant, les droits sociaux peuvent parfois être propres, parce que, par exemple, j'aurais constitué une entreprise avant de me marier, et il y a d'autres hypothèses que nous pouvons aborder, là aussi, s'agissant d'éventuels droits sociaux. Commençons donc par les droits sociaux propres. Tout d'abord, très simplement, une déclaration de remploi peut avoir été insérée dans les statuts d'origine. Alors, idéalement, avec l'intervention du conjoint pour reconnaître la réalité de la déclaration de remploi, mais je me permets de vous rappeler que cela n'est pas indispensable. La jurisprudence l'a bien souligné, notamment dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 1998. Alors, on ne va pas donner systématiquement toutes les références de nos arrêts, mais vous les avez dans un support qui vous sera envoyé par mail à l'issue de cette formation. Deuxièmement, la déclaration de remploi, même si elle existe et même si le conjoint est intervenu pour confirmer la sincérité de cette déclaration, eh bien assez curieusement, elle peut être contestée postérieurement s'il s'avère que les déclarations qui avaient été faites étaient en partie inexactes ou mensongères. C'est le sens d'une autre jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 1999. Alors, autre rappel important, même en l'absence de déclaration de remploi, il est évident, puisque c'est avant tout une question de preuve, que l'époux qui dispose de preuves irréfutables du caractère propre des fonds qui ont été apportés et de son affectation pourra toujours démontrer finalement la nature propre des droits acquis. Enfin, si la déclaration est effectuée a posteriori, simple rappel, elle ne vaudra qu'entre les époux
et n'aura pas d'effet par rapport au tiers, elle leur sera inopposable. Ensuite, plus rarement, le jeu des dispositions de l'article 1406 du Code civil. Dans cette hypothèse, ce ne sont pas des fonds, ce ne sont pas des deniers qui vont être apportés à la société, mais un bien. Par exemple, j'apporte un immeuble en société. Dans ce cas de figure, c'est bien le jeu des dispositions de l'article 1406 qui vont s'appliquer, et il n'est pas nécessaire de prévoir une déclaration de remploi, puisque en fait, nous sommes sur le jeu d'une subrogation automatique. À présent, et puisque nous avons cerné les contours de la qualification, envisageons les conséquences de la qualification. En effet, ce n'est pas parce que les droits sociaux sont qualifiés de propres que cela sera sans incidence pour la communauté. Deux séries de conséquences, en effet, au regard d'éventuelles récompenses d'abord, et également la question de la perception des dividendes. Tout d'abord, le chef d'entreprise peut faire le choix, ou avoir un besoin, très simplement, d'injecter de nouveaux fonds dans sa société. Si sa société est propre et qu'il injecte des fonds communs, de fait, cela va générer un droit à récompense au profit de la communauté. Attention aussi aux augmentations de capital. Dans l'idéal, nous devrions systématiquement vérifier comment ont été effectuées ces augmentations de capital. Première hypothèse, mon augmentation de capital est effectuée grâce à l'incorporation de droits propres. À ce moment-là, en effet, propre, je n'aurai pas de questions de récompense qui vont se poser. Par exemple, je vais incorporer des réserves, et les réserves, en effet, sont jugées comme étant propres. En revanche, je peux souscrire de nouveaux titres qui vont être partiellement financés par la communauté. Dans ce cas-là, nouveau titre propre, mais un financement commun. Cela va évidemment générer un droit à récompense. Dans tous les cas, les récompenses se retrouveront en pareille occurrence à l'actif de communauté. Et cela va être aussi le cas des dividendes. Le droit à dividende est un droit à percevoir, les dividendes est un droit personnel. Ça me perturbe toujours de mettre les PowerPoint. Les dividendes sont qualifiés en revanche de fruits et revenus de propre et ils sont donc communs, et ce, jusqu'à la date de dissolution de la communauté. Après la date de dissolution, vous pouvez constater, on l'a mis dans notre support, qu'ils redeviendront des revenus personnels. Aussi, et premier renseignement, un époux aura tout intérêt à ce que ces dividendes ne tombent plus en communauté et à assigner le plus rapidement possible, ce que va en principe lui conseiller son avocat, et parfois solliciter même un report de la date de dissolution à une date antérieure. Autre remarque, si l'époux n'a pas distribué ses dividendes, mais a décidé que les bénéfices soient placés en report à nouveau, eh bien, cette affectation comptable ne lui permet pas d'éviter de faire que ces sommes vont tomber en communauté. En revanche, une option beaucoup plus intéressante existe, que je vous ai également mise sur ce support, qui est la décision de mettre ces fonds en réserve. Dans cette hypothèse, les sommes ne sont donc pas distribuées et les sommes non distribuées échappent en communauté. Alors, bien évidemment, même dans cette hypothèse, il va sans dire que quel que soit le choix comptable de l'associé, cela va avoir une incidence sur la valorisation de la société, ce qui pourra donc avoir des incidences notamment sur le calcul de la prestation compensatoire. Attention cependant, si l'associé ne se distribue pas de dividendes, il nous semble, nous avons réfléchi sur ce point, que son conjoint s'estimant lésé pourrait intenter une action sur le terrain de la fraude, notamment conformément aux dispositions de l'article 1421 du Code civil. Alors, nous n'avons pas trouvé de jurisprudence significative sur le sujet, mais nous nous permettons quand même de vous faire état de ce point d'alerte. À propos des récompenses, enfin, et de la question des fruits et de revenus de biens propres, on peut citer un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021 et dont on n'a pas finalement tant entendu parler que ça, je trouve, en pratique, en tout cas chez les notaires. Oui, c'est l'arrêt qui fait suite au célébrissime arrêt Autier-Pouillat de 1992. Vous savez, cet arrêt qui a précisé pour la première fois, me semble-t-il, que les revenus de biens propres tombaient, enfin qui a consacré en tout cas l'idée que les revenus de biens propres tombaient en communauté. Et la question qui s'était posée après cette décision Autier-Pouillat, c'était de savoir si les revenus en question qui tombaient en communauté étaient les revenus bruts ou les revenus nets. Je vais m'expliquer au travers les faits qui ont donné lieu à l'arrêt récent. Monsieur est exploitant agricole, il est marié en communauté, il est exploitant agricole et son exploitation agricole est impropre. Il investit des fonds de son exploitation propre pour acheter un tracteur, ça ne s'invente pas, et donc la question est de savoir si l'achat du tracteur devait donner lieu à une récompense au profit de la communauté. Or, la Cour de cassation a considéré dans une
logique économique, si je puis dire, que ne tombaient pas les revenus, les fruits revenus des biens propres ne tombaient pas en quelque sorte ab initio directement dans la communauté, mais qu'à partir du moment où ils étaient réinjectés dans le cadre de l'exploitation normale du fonds, eh bien, aucune récompense n'était due à la communauté. Donc c'est un arrêt intéressant qui pas si fréquent que ça, qui rétrécit en quelque sorte le champ d'intervention de la masse commune, mais qui, encore une fois, sur un plan économique, s'entend. Alors, si les titres sociaux peuvent être propres, on l'a vu, ils vont en pratique le plus souvent tomber dans la masse commune. Et donc, nous allons aborder la communauté. Quelques mots introductifs quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur notre fameuse date de dissolution de la communauté. Pour ceux qui pratiqueraient pas tous les jours les liquidations, je me suis permis de reprendre mon petit schéma qui me sert dans beaucoup de formations, où nous découvrons qu'en effet, l'assignation le plus souvent constituera cette fameuse date de dissolution, date des effets, et que cela ouvre en couleur violette cette fameuse période d'indivision post-communautaire qui aura vocation à durer jusqu'à ce que soit totalement close l'intégralité des opérations de partage. Il est donc important de savoir, quand des questions de liquidation se posent, si nous sommes en effet en communauté ou dans cette fameuse phase de période d'indivision post-communautaire. Nous verrons que cette distinction est essentielle concernant le sort et la qualification aussi de certains éléments de patrimoine professionnel. Et puis, il faut donc savoir si nous sommes en communauté et notamment, parfois, se pose aussi la question de savoir si une société qui a été créée en cours de procédure de divorce eh bien, est commune ou éventuellement échappe à la communauté. À ce sujet, on dispose d'une jurisprudence relativement récente de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 qui rappelle, c'est une solution plutôt logique, que c'est la date d'immatriculation qu'il faudra prendre en considération pour savoir si la société échappe ou non à la communauté. Là où, dans le cadre des jugements au fond, il avait été évoqué notamment comme autre possibilité de date, la date de rédaction des statuts, non, donc, et où la date de libération des apports, toujours non. Alors, si le conjoint, pour créer cette société, s'est servi de fonds communs, on imagine qu'en effet, on a un conjoint qui a créé sa société après la date de dissolution. N'oublions pas qu'il devrait, le cas échéant, être au moins redevable d'une récompense. Alors certes, sa société n'est pas réellement propre, mais on peut dire qu'elle est personnelle. Il aura quand même puisé dans des fonds communs dans un intérêt autre que la communauté. Et donc moi, j'aurais tendance à considérer qu'il doit une forme de récompense. En tout cas, il doit remettre au pot commun. Alors vous allez me dire que s'il a juste versé 500 € au titre du capital statutaire d'origine, c'est pas ça qui changera grandement la liquidation. Néanmoins, sur le principe, c'est une réalité qu'on ne peut pas écarter. Et à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler qu'on doit aussi se poser cette question-là dans nos dossiers d'actes courants. Or, je ne remarque que trop peu souvent cette alerte au titre des déclarations qui sont déjà pourtant multiples quand un conjoint acquiert en cours de procédure. Donc certes, il peut acquérir après la date des effets, certes, son bien acquis peut échapper à la date, enfin à la communauté, mais n'oublions pas que si pour financer outre son prêt, il se sert de son codévie, de son PEL ou de son PEA qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois constitué des fonds communs, il va sans dire qu'il doit à récompense et que ces sommes-là doivent être remises dans le pot commun. Dans le cadre des opérations liquidatives, il faudrait vraiment renforcer nos clauses dans nos actes courants. À ce point, petite parenthèse refermée. Alors, bien sûr, on a envisagé l'hypothèse où un conjoint va donc créer sa société juste après la date de dissolution de la communauté. Soulignons quand même qu'il en serait évidemment différemment si un conjoint ferme sa société pour en rouvrir une autre juste après, en transférant la quasi-totalité de ses actifs, ou la transforme en tentant de faire échapper, comme il le peut, la première société à la communauté. D'ailleurs, toute ressemblance avec des dossiers existants à l'étude serait purement fortuite. Oui, Erika fait allusion à un dossier effectivement que nous avons à l'étude, où monsieur, croyant bien faire, en l'occurrence faire échapper sa société aux griffes de l'indivision post-communautaire, 3-4 ans après le divorce, a cédé sa société à une autre société. Jusque-là, vous allez me dire tout va bien, sauf que la nouvelle société, c'était ni plus ni moins que lui, qui était actionnaire à 99%, et il avait poussé le bouchon en prenant le nom de la deuxième société avec quasiment le même nom que la première. Donc c'était vraiment très discret. Et connaissant ma cliente, elle ne l'a pas lâché. L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, et aussi surprenant que ça puisse paraître, la Cour de cassation a en quelque sorte considéré qu'il y avait une subrogation qui s'était opérée, alors qu'il n'y a pas de subrogation en matière d'indivision post-communautaire, mais qu'il y avait une sorte de subrogation qui s'était opérée entre la société A et la société B, de telle manière qu'aujourd'hui, on doit être à peu près 10 ans après le divorce, dans les opérations de commise, eh bien, le confrère commis demande à monsieur de lui fournir la valeur de sa nouvelle société, comme si c'est celle-ci qui avait fait partie de la communauté ab initio, en dépit de la cession qui avait été opérée. Comme quoi,
C'était les prix qu'ils croyaient prendre. Maintenant que nous avons évoqué ces règles, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les droits sociaux. Mais Stéphane, nous ne devons pas encore effectuer une toute petite distinction. Mais si, Erika. Mais si, il faut faire une distinction qui est tout à fait inconnue de nos confrères. Pardon. Je ne m'y attendais pas, hein, c'est surprenant. On va ici distinguer, ce sera l'objet je me perds dans le plan, d'un petit 1 et d'un petit 2. Nous allons distinguer d'une part les titres non négociables, des titres négociables, les parts sociales des actions. On connaît cette distinction doctrinale puis jurisprudentielle qui est liée au fait que les parts sociales sont revêtues d'un institut personnel qui n'est pas propre aux actions et que les actions, elles, bénéficient d'une transmission simplifiée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une distinction qui est connue, reconnue et sur laquelle nous allons baser notre plan. Voyons donc tout d'abord, premièrement, la question des parts sociales dont nous allons constater qu'elles constituent des biens communs en valeur, alors que les actions, elles, constituent des biens communs en nature. S'agissant des parts sociales, nous allons suivre un plan chronologique. Quelle est la nature des parts sociales en communauté, puis pendant l'indivision post-communautaire. La nature des parts sociales en communauté, là encore, j'enfonce une porte ouverte. C'est la fameuse distinction du titre et de la finance, consacrée en son temps par la Chambre commerciale et reprise depuis lors à multiples reprises par la première chambre civile. Le titre appartient à l'associé, donc on peut dire que le titre il est propre en nature, alors que la valeur, elle, tombe en communauté. On peut donc dire que la communauté est propriétaire en valeur seulement des dites parts sociales. Ces parts sociales vont d'ailleurs obéir tout de suite à une règle un peu spécifique, c'est-à-dire une règle de cogestion. Si je veux céder mes parts sociales, c'est-à-dire à quel point je suis autonome, si je veux céder mes parts sociales, l'article 1424, je dois obtenir l'accord de mon conjoint. Alors le conjoint, on n'a pas fini d'en parler, puisque ce n'est pas tout. Lorsque j'acquiers mes parts sociales, je dis bien mes parts sociales, titres sociaux non négociables, je dois en informer mon conjoint. Je vous rappelle que ce sont les dispositions de l'article 1832-2, et je n'en ai pas terminé avec mon conjoint, puisque, dûment informé, le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé. Et je n'en ai toujours pas fini avec le conjoint, parce que la Cour de cassation a considéré que non seulement le conjoint, en vertu de l'article 1832-2, pouvait revendiquer la qualité d'associé, mais plus encore, la Cour de cassation a considéré qu'il pouvait le faire jusqu'au prononcé du divorce. Donc vous imaginez deux époux qui sont en pleine guérilla et l'un d'entre eux qui, d'un seul coup, se rappelle qu'il peut revendiquer la qualité d'associé et peut devenir pleinement associé de la société de son époux. Je vous laisse imaginer le désordre que cela peut engendrer. Alors, qui après va se plaindre que la société a perdu de la valeur. Oui, c'est ça par exemple. Alors, dossier à l'étude. Heureusement, allait-on dire, le conjoint n'a pas toujours cette faculté-là, ça dépend de quel côté on se place. Je me permets de rappeler que, sauf erreur de ma part, le conjoint ne peut pas revendiquer la qualité d'associé lorsque la société en question concerne une profession réglementée, hein, sauf erreur de ma part. Je tiens à rassurer un certain nombre d'entre vous, votre conjoint, si vous êtes marié en communauté, ce qui serait a priori déjà une première erreur, de prime abord, hein, moi je dis ça, je dis rien, je tiens à souligner qu'a priori, votre conjoint ne peut pas revendiquer la qualité d'associé. Voilà. C'est quand même assez rassurant. Si on a une bonne nouvelle à donner cet après-midi, ce sera celle-là. Autre réserve, la revendication peut parfois se heurter aux clauses statutaires, et notamment aux clauses d'agrément prévues dans les statuts, hein, bien évidemment. Et ensuite, troisième limite, dans les SNC, je vous rappelle que cette revendication d'associé doit, pour être valablement admise, si je puis dire, requérir l'unanimité des associés présents au sein de la société. Alors, en pratique, il est très fréquent, et on constate de plus en plus, que les conjoints renoncent. Dès les statuts, on les fait intervenir de plus en plus, c'est ce que conseillent les avocats d'affaires et ou les experts comptables qui parfois se chargent même de la rédaction des statuts. Maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas de formalisme particulier, mais en tout état de cause, cette pratique est de plus en plus fréquente et c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut se permettre de donner à nos clients. Alors, cette revendication est-elle définitive? C'est le sens et la portée de l'article 1832-2, mais deux limites sont quand même à préciser, notamment par le biais d'un arrêt récent qui a été rendu par la Chambre commerciale à la Cour de cassation du 19 juin 2024, puisqu'en fait, avec l'accord de l'unanimité, on peut en quelque sorte donner une seconde chance au conjoint de l'associé qui pourrait donc, à condition qu'il, encore une fois, dispose de l'accord à l'unanimité de l'ensemble des associés, puisse rentrer dans cette société. Ensuite, et là c'est une solution, je dirais presque plus logique, alors on n'a pas d'arrêt de la Cour de cassation, mais cela a été illustré notamment dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2020, si de nouvelles parts sont souscrites, finalement le fait d'ouvrir de nouvelles parts, de créer de nouvelles parts, va ouvrir à
nouveau ce droit également au conjoint de l'associé. Mais outre ces rappels, aujourd'hui l'article 832-2 n'est-il pas sujet à de vifs débats actuellement ? Oui, alors c'est vrai que dans le cadre de nos travaux à l'IEJ, la chancelière nous a demandé de travailler sur la question des régimes matrimoniaux, et dans le cadre de nos travaux, on s'interroge sur l'opportunité de maintenir ou non ce texte qui ne satisfait personne, c'est-à-dire que c'est soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Les civilistes se plaignent que finalement, dans les faits, le conjoint, on le fait souvent renoncer à la possibilité de revendiquer la qualité associée, donc ils estiment que le conjoint est insuffisamment protégé, et puis les apôtres du droit commercial disent qu'au contraire, ça permet au conjoint, même dans un ultime élan, de s'insérer dans la société et éventuellement d'y apporter une forme de désordre. Donc finalement, c'est un texte qui ne satisfait ni les uns ni les autres. Et dans le cadre de nos réflexions, c'est vrai qu'on réfléchit à l'opportunité de maintenir ce texte ou de le supprimer, quitte bien évidemment dans ce cas-là à agrémenter cette suppression d'un devoir d'information plus accru pesant sur l'époux associé, parce que là c'est une autre difficulté, c'est que pour le coup quand le conjoint n'a pas été associé, c'est l'accès aux informations, et dans le cas d'un divorce, l'accès aux informations est parfois périlleux. On en a ici terminé avec la nature des parts sociales en cours de régime. Très rapidement, 2 mots sur cette même nature des parts sociales, mais cette fois-ci au cours de l'indivision post-communautaire, avec 2 questions majeures. D'abord, est-ce que l'époux associé peut céder librement ses parts sociales? Nous sommes dans l'indivision post-communautaire, donc à mon sens, de prime abord, on devrait répondre par un négatif pour 2 raisons. D'abord parce que en cours de communauté, il ne peut pas le faire seul. Je vous rappelle, les parts sociales sont soumises à la règle de la cogestion de l'article 1424. Et en matière d'indivision, il est censé être soumis à la règle de l'unanimité. Donc tout porte à croire qu'il ne peut pas agir seul. C'est exactement l'inverse que nous a dit la Cour de cassation, qui considère ici que le droit de l'associé l'emporte sur le droit de propriété. Elle donne ainsi tout son souffle à la distinction du titre et de la finance. Et donc elle permet à l'époux associé de disposer seul de ses parts sociales. Bien évidemment, il n'empêche qu'une valeur équivalente devra être restituée à l'autre dans le cadre du partage, mais il n'empêche que la cession est possible par l'époux associé seul. S'agissant de la deuxième question en cours d'indivision post-communautaire, c'est celle de la perception des dividendes. Et là encore, la Cour de cassation, les décisions se trouveront dans votre support, c'est pour ça qu'on passe rapidement. Là encore, la Cour de cassation considère que l'époux associé a seul la qualité pour percevoir les dividendes. Elle invite donc ici très clairement à dissocier le droit aux dividendes qui appartiennent à la communauté, donc à l'indivision post-communautaire, et le droit de percevoir les dividendes qui n'appartient qu'au seul époux associé. D'ailleurs, dans cette logique, notons que l'époux associé peut toujours rêver, peut toujours donner à son accord pour que ce soit son conjoint qui perçoive le montant à sa place. Enfin, je dis il faut toujours rêver, on a quand même un arrêt de la Cour de cassation qui en témoigne, donc comme quoi ça peut arriver. Oui, et donc en résumé, surtout les dividendes vont venir à accroître cette mince indivise. Et c'est le sens d'un arrêt qui a été rendu il y a quelques années au sujet d'une SCP de notaire. Donc solution classique, il n'y a pas de dérogation pour nous. Les bénéfices et dividendes de la SCP perçus après la date de dissolution sont des fruits qui viennent accroître l'indivision post-communautaire. Alors, autre question que nous serions susceptibles de nous poser, existe-t-il, comme on l'a vu tout à l'heure, des moyens de faire échapper éventuellement par des biais comptables les sommes à la communauté? Non, là vous pourriez mettre en réserve, cela ne changerait rien du tout. Voilà, je vous ai trouvé enfin le bon support. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler une jurisprudence toute récente qui m'a été signalée par une avocate de droit commercial, puisque, alors, attention, c'est un arrêt récent, donc quant à sa portée, elle reste certainement encore à préciser. Néanmoins, cette jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation tend à préciser qu'il ne serait plus possible de distribuer, s'il a été décidé collectivement d'un report à nouveau dans l'année, ce qui signifie donc qu'en pratique, désormais, si un report à nouveau a été décidé, mais qu'on veut quand même finalement se distribuer des dividendes, bien, il faudra attendre l'année sociale suivante et le prochain exercice et la prochaine Assemblée générale pour décider d'une telle distribution. Oui, on va maintenant passer, on a terminé avec les parts sociales, je vois le temps qui s'égrène. Nous allons maintenant parler des actions qui, contrairement aux parts sociales, sont des acquets en nature. Oui, on va pouvoir procéder par comparaison et aller un petit peu plus vite. Les acquets seront ici des acquets en nature et plus en valeur. On parle d'actions, il n'y a plus de distinction du titre et de la finance. Et en conséquence, il en découle une parfaite autonomie, indépendance pour l'actionnaire. Et le droit de société l'illustre parfaitement et l'emporte largement sur nos règles de droit civil et de droit des régimes matrimoniaux. Je peux donc devenir actionnaire
et acquérir des actions dans les mêmes conditions que si j'achetais n'importe quel bien finalement quelconque sous la communauté, sachant que évidemment la valeur se retrouvera dans la liquidation si un partage doit intervenir. Il n'y a pas non plus, je vous l'ai mis en rouge, d'obligation d'information et donc pas de possibilité de revendiquer la qualité d'actionnaire pour le conjoint, puisque les dispositions de l'article du 132-2 que nous vous avons projeté tout à l'heure visent le cas très précis des parts non négociables, c'est-à-dire des parts sociales. Alors, s'agissant ensuite des modalités de cession des actions, tout à l'heure on a vu pour les parts sociales que c'était les dispositions de l'article 1424 qui s'appliquaient, je vous l'ai mis en vert pour mémoire, mais c'est bien le petit tableau rouge qu'il faut regarder. La cession des actions, elle, répond aux exigences des dispositions de l'article 1421, c'est-à-dire la gestion exclusive, ce qui signifie que je peux les céder librement sans l'accord de mon conjoint, même si elles sont communes. C'est une solution qui, cela étant, se comprend parfaitement eu égard aux exigences du monde des affaires. Deux toutes petites limites à cette liberté qui est prônée par l'article 1421. Premièrement, je ne peux pas donner à un tiers sans l'accord de mon conjoint. Là, on ne sort pas de nos classiques, ça n'est pas possible. Et puis à la marge, on s'écarte un tout petit peu de notre sujet parce que, vous l'avez vu, on n'a pas voulu parler des habitations qui seraient éventuellement contenues en SCI. Mais si le logement de la famille est en effet abrité par une SCI, il faut faire attention aux dispositions de l'article 215. Mais alors, encore autre piège, je me permets de vous rappeler que l'article 215 ne peut jouer que si et seulement si un bail a été conclu ou une mise à disposition. Si les époux ont oublié de le prévoir, eh bien, l'écran de la société de la personnalité morale fera échec aux dispositions pourtant si contraignantes de l'article 215 du Code civil. Ensuite, pendant l'indivision post-communautaire, donc on l'a vu acquis en nature pendant la communauté, acquis en nature également pendant l'indivision post-communautaire, nous pouvons l'affirmer. Mais alors, si le droit de l'indivision s'applique, que retenir? Est-ce que si je veux céder mes actions après la date de dissolution, je dois obtenir l'unanimité ou peut-être les 2/3 de l'accord de mon conjoint, enfin de l'indivision, pardon? Non, alors ça serait plutôt l'unanimité, mais on se rend bien compte qu'obtenir une unanimité entre deux conjoints, ça n'a pas vraiment de sens. Là, encore une fois, on rencontre à quel point se heurtent le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Cette solution est bien trop rude et inadaptée. Et c'est évidemment pour cela que la jurisprudence est venue au secours de l'actionnaire, et cette solution était par ailleurs totalement incroyable vis-à-vis du fait que jusqu'à la communauté, à la dissolution de la communauté, on dispose d'une pleine liberté qui s'arrêterait subitement, arbitrairement dans cette phase d'indivision post-communautaire. Et c'est ainsi que la jurisprudence vient préciser que si j'ai cédé mes actions après la date de dissolution sans l'accord de mon conjoint, ça n'emporte pas une nullité de cette opération, elle est juste tout simplement inopposable à mon conjoint, et évidemment on va retrouver la valeur des parts dans le cadre des opérations liquidatives. Perception des dividendes, enfin, alors là aussi, est-on dans une vraie indivision? Là aussi se pose peut-être la question d'une décision aux 2/3 d'une indivision. Ça n'a encore une fois aucun sens en droit des sociétés. Alors cela étant, il est vrai que certains spécialistes et experts financiers ont prôné par précaution le fait que l'actionnaire fasse quand même signer un accord à son conjoint pour la distribution de dividendes, même s'il le conserve pour lui et n'a pas vocation à le transmettre en assemblée générale. Bon, en pratique, moi, ça me fait un petit peu sourire parce que je ne pense pas qu'un conjoint aurait vraiment de raison particulière de s'opposer à la distribution de dividendes, que ce soit au temps présent ou à l'avenir. Donc je vais me permettre de passer sur ces considérations, mais qui existent en doctrine assez rapidement. Alors, sauf erreur de ma part, on en a terminé ici avec la nature des droits sociaux dans le régime de la communauté. On va donc s'intéresser à cette même nature, mais cette fois-ci dans les régimes conventionnels. On va envisager la participation aux acquis, mais on va commencer par la séparation de biens. Séparation de biens pure et simple d'abord. Concrètement, un époux investi, il est évidemment le seul détenteur des droits sociaux. Il n'a pas de compte à rendre à son conjoint. Il n'a pas à craindre une immixtion de ce dernier dans ses affaires sociales. Si les deux investissent, cela génère des droits individualisés pour chacun en principe. Mais sachez que même ça peut vous paraître simple comme solution, c'est quand même une question qui a été posée à la Cour de cassation. C'est un arrêt de la 3e chambre civile du 3 octobre 1980, dans un cas un peu particulier, puisque des époux avaient apporté un bien indivis à une société agricole. Et alors, je ne sais pas vraiment pour quelles raisons s'étaient élevées toutes ces questions-là, mais il se posait la question de savoir si, de fait, les parts qui étaient nées de cet apport étaient indivises ou individualisées. Et la Cour de cassation répond très clairement que les parts nées de cet apport sont individualisées et que donc, en quelque sorte, cet apport en société met fin à l'indivision d'origine. Un mot rapide enfin sur le contentieux liquidatif. Le conjoint qui finance une société dans un régime séparatiste ne pourra pas se voir opposer notre sacro-sainte neutralisation des charges au titre de l'article
l'article 214 du Code civil, car les sommes avancées par ces soins vont se retrouver comptablement dans la société, et sans rentrer dans la très complexe définition des comptes courants d'associés, il faut retenir qu'il s'agit en quelque sorte d'une avance, d'un prêt, et non pas d'une simple créance de l'époux. Enfin, on peut imaginer que la société existe alors que les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens avec adjonction de société d'acquet. Alors Stéphane en parlera plutôt dans l'hypothèse qui avait été réfléchie par certains de nos confrères d'exclure le patrimoine professionnel, donc je lui laisse ses propos, et je vais écarter très rapidement la question finalement de la société d'acquet, parce que je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier à inclure dans la société d'acquet ce patrimoine professionnel. C'est plutôt quand on veut l'exclure que peuvent se poser des questions. 2 mots maintenant sur la participation aux acquets. Oui, sur la séparation de biens, si, il y a une réflexion qui me vient. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de discussion, enfin de problématique en régime séparatiste. Les parts sociales appartiennent à l'époux qui est associé, qui est actionnaire. Juste une petite incise en matière de prestations compensatoires. C'est là que la question des parts sociales peut rejaillir. Donc pas sur le terrain de l'allocation, mais sur le terrain de la prestation compensatoire, avec cette question qui m'est souvent posée de savoir comment on prend en compte le patrimoine professionnel. J'entends par là, est-ce qu'on doit tenir compte à la fois du patrimoine et des revenus qu'il procure? À mon sens, ce serait opérer un doublon que tenir compte de l'un et de l'autre, et la plupart, enfin je crois que tous les auteurs qui ont imaginé une méthode de calcul de la prestation compensatoire sont de cet avis. On ne perd pas un doublon, on choisit, soit on tient compte des revenus professionnels parce que l'époux entrepreneur a manifestement distribué de manière cohérente, soit on tient compte du patrimoine professionnel. Là encore, tout dépend de la valorisation qui a été fournie par l'entrepreneur en question, mais en tout état de cause, on ne cumule pas la prise en compte et du patrimoine et des revenus que l'on en tire. C'était juste une petite incise. Je sais que la question de la prestation compensatoire n'est pas nécessairement au cœur de nos dossiers. S'agissant donc du régime de la participation aux acquets, on pourrait avoir le même propos du vivant du régime. En cours de régime, les parts sociales, enfin les droits sociaux, les titres sociaux sont personnels à chacun. Donc de prime abord, on devrait avoir le même type de raisonnement, à ceci près que ça ne vous a pas échappé, la participation aux acquets se caractérise par le calcul d'une éventuelle créance de participation. Et c'est là évidemment que les biens professionnels vont prendre une importance capitale. Je parlerai tout à l'heure de la clause d'exclusion des biens professionnels. Je reste là sur un terrain purement technique. C'est de savoir... lorsque j'ai un bien professionnel qui faisait partie de mon patrimoine originaire, donc que j'ai reçu par donation ou succession pendant le mariage, ou dont j'étais propriétaire au jour du mariage, et que ce même patrimoine professionnel existe toujours au sortir du mariage, donc dans mon patrimoine final, quelle valeur je dois prendre dans le patrimoine originaire, quelle valeur je dois prendre dans le patrimoine final. Admettons que le bien valait 100 à l'origine, qu'il vaut 300, est-ce que j'indique 100 et 300, auquel cas je fais apparaître des acquets à hauteur de 200, ou est-ce qu'au contraire, j'indique la même valeur dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final? C'est la question classique que l'on a dans nos liquidations de participation aux acquets, et qui a rebondi il y a quelques mois au travers d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2023. Donc en 2 mots, classiquement, quand la plus-value est fortuite, la plus-value est neutralisée. Autrement dit, dans mon patrimoine originaire comme dans mon patrimoine final, l'entreprise, je l'insère pour 300. Je ne fais pas apparaître la plus-value. Quand la plus-value est au contraire liée à des investissements de l'époux entrepreneur, alors je fais apparaître cette plus-value. C'est une plus-value intrinsèque que je fais apparaître. Je vais donc insérer mon entreprise pour 100 dans mon patrimoine originaire et pour 300 dans mon patrimoine final. Et bien, la Cour de cassation vient de recréer une 3e cause de plus-value, celle qui serait liée à l'industrie de l'époux entrepreneur, qui doit là aussi apparaître comme un acquet. Autrement dit, j'indique 100 dans mon patrimoine originaire et 300 dans mon patrimoine final. Bon. Je ne suis pas franchement favorable, si je peux me permettre, à cette solution rendue par la Cour de cassation. D'abord sur le terrain des principes. Je me permets de rappeler qu'en communauté, il n'y a pas de récompense en contrepartie d'un travail en industrie, ce qui veut dire que la Cour de cassation a préconisé en régime de participation aux acquets une solution qui est encore plus communautaire qu'un régime de communauté, ce qui est quand même surprenant. Et si on avait le moindre doute à ce sujet-là, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence en communauté il y a quelques mois. Donc on est certain qu'il y a une dualité de jurisprudence ici et que ça aboutit à une solution, encore une fois, plus communautaire qu'en régime de communauté, dans un régime participatif, ce qui est un petit peu surprenant. En opportunité ensuite, parce que le conjoint il a déjà bénéficié des revenus tirés de l'exploitation professionnelle de l'époux concerné. Donc les revenus ont déjà alimenté le pot commun, et bien plus, si je les ai économisés, ces revenus vont faire partie de mes acquets. Donc on peut penser que le conjoint est déjà suffisamment intéressé, si je puis dire, en valeur à l'exploitation professionnelle de l'époux concerné. Bon. Et puis un troisième argument, plutôt contre cette jurisprudence, et ce n'est pas le moindre, c'est sa difficulté de mise en œuvre.
Moi, j'ai déjà dû l'appliquer dans 3 dossiers. Je vous défie d'aller rechercher, quand une société passe 200 à 300, les causes de plus-value entre la plus-value fortuite, la plus-value qui est liée aux investissements de l'époux associé ou actionnaire, et la plus-value qui est liée à son industrie, alors que l'époux en question a des associés, des collaborateurs, etc. C'est quasiment infaisable de déceler la plus-value qui serait liée à l'industrie de l'époux en question. Donc pour toutes ces raisons, je ne suis pas franchement fan de cette jurisprudence du 13 décembre 2023. C'est pas comme si la participation aux acquis était déjà pas suffisamment complexe. Certes. Bon courage en effet à nos confrères consoeurs qui pourraient avoir à calculer de telles plus-values. Nous en avons fini avec la qualification du patrimoine professionnel. Il est donc à présent grand temps d'aborder le sort du patrimoine professionnel. Mais avant d'envisager les modalités de transmission des titres sociaux, abordons une question cruciale qui est celle de la valorisation des titres sociaux, si tant est qu'on ait réussi à avoir les éléments de la société pour pouvoir esquisser des valorisations. Oui, la valorisation est une question cruciale et pour cause. Les parts sociales ou les actions, enfin les droits sociaux sont communs. Si l'un des deux récupère les droits sociaux en question, il faut savoir quel est le montant de la soulte qui va verser à l'autre. Donc la question de la valorisation est un petit peu sensible. Lorsque les parts sociales sont propres ou personnelles, enfin que les droits sociaux sont propres ou personnels, c'est la faisabilité de l'opération qui est en jeu. Est-ce que je vais céder mes droits à mon conjoint? Est-ce qu'on va plutôt prévoir que c'est la société, dans le cadre d'une réduction de capital, qui rachète les droits en question? Toutes ces questions tournent d'abord autour de la valorisation, pour connaître encore une fois de l'opportunité, de la faisabilité de l'opération. En participation aux acquets, on vient de le voir, la question de la valorisation des titres sociaux est importante pour déterminer éventuellement les acquets, donc le montant de la créance de participation. Et si je chapeaute tout cela, hors d'ordre des questions, je dirais d'ordre liquidative, la question de la valorisation des parts sociales propres ou personnelles rentre en ligne de compte d'une éventuelle disparité en capital, donc en ligne de compte de la question d'une éventuelle prestation compensatoire. Donc pour toutes ces raisons, la question de la valorisation est une question cruciale. Alors, quel est l'auteur de la valorisation? 2 mots très concrets. Très généralement, évidemment, c'est l'expert comptable de la société qui va fournir une valorisation. Comme le temps passe, je vais être très direct. Donc très souvent, évidemment, le conjoint n'est absolument pas d'accord avec les valorisations retenues par l'expert comptable de l'époux en question, surtout que l'expert comptable est le pote de l'époux entrepreneur. Donc fatalement, on se pose différentes questions. Donc là où je veux en venir, c'est que quand on le peut, notamment lorsqu'on est commis en justice, expert, nommé expert par les tribunaux, l'idéal, c'est évidemment de requérir l'intervention de ce qu'on appelle un sapiteur, d'un expert financier autonome, impartial, indépendant, qui va rendre un rapport qui sera, on peut l'espérer, indiscutable. Cela étant dit, ça a un coût, cette intervention du sapiteur, et très souvent, il faut bien l'admettre dans les dossiers, l'époux entrepreneur qui a déjà payé son expert comptable n'a pas envie de payer le sapiteur qui agit, entre guillemets, à la demande de son conjoint. Donc concrètement, on a de vraies difficultés pratiques avec l'intervention d'un expert indépendant. Autre alerte sur le sujet de la valorisation de la société, bien vérifier les statuts, puisqu'aujourd'hui, en particulier pour certains types de sociétés, justement, dont les modes de calcul de valorisation sont très complexes et peuvent vraiment dépendre de toute une multiplicité de critères, et bien de plus en plus, les avocats conseillers en droit des sociétés vont prévoir des modes de valorisation qui sont prévus dès l'origine dans les statuts. Et c'est peut-être déjà un début de pacification au sujet de ces difficultés de calcul récurrentes. Le fond, on va peut-être en parler que si on a des questions. Oui, 2 mots sur la date de la valorisation quand même pour terminer. On a un vrai problème avec la date de valorisation dans nos dossiers. On n'a pas vraiment de problème de droit, on a des problèmes de fait, me semble-t-il, d'abord en régime de communauté, puisque bien évidemment les titres sociaux sont valorisés comme tout bien commun à la date la plus proche du partage, la date de d'échéance divise, c'est l'article 829 du Code civil, ce qui veut dire que quand les opérations s'éternise, quand l'indivision post-communautaire s'éternise dans le temps, eh bien on va avoir une société qui va être valorisée 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans après le divorce, qui est évidemment extrêmement mal vécu par l'époux commun en bien. Alors ce qui est mal vécu par l'époux commun en bien est encore plus mal vécu par l'époux marié sous le régime de la participation aux acquets. Vous allez me dire, il a choisi son régime, qu'à cela ne tienne, mais là on a quand même un souci supplémentaire. Alors pourquoi on a un souci supplémentaire? La règle est la même en fait. La règle est la même. Je ne sais pas si vous avez été, je dirais, sensibilisé à cette question-là, mais on valorise les acquets à la date la plus proche de la liquidation. On ne parle pas de la date la plus proche du partage, puisqu'il n'est pas question de partage. La question de la créance de participation est une question liquidative. Donc on dit à la date la plus proche de la liquidation. Donc finalement, on aboutit au même résultat. On va avoir une société qui va être valorisée parfois 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après le divorce. Ce qui veut dire que le conjoint continue de profiter de la plus-value, donc du labeur de l'époux concerné. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est la solution en communauté. Donc on sait bien que le législateur a fait de la participation aux acquets une communauté en valeur. Oui, mais il n'empêche qu'en communauté, ce qui est déjà difficilement audible parce que le bien est commun,
devient franchement intolérable dans un régime de participation aux acquets, parce que je me permets de souligner que le bien en question, le bien professionnel en question, n'est pas du tout commun. C'est un acquet. Donc pour ceux qui feraient assez peu de participation aux acquets, je me permets de le rappeler, un acquet, c'est un bien personnel que j'ai acquis pendant le mariage. Donc ça veut dire que mon conjoint continue de profiter de la plus-value d'un bien personnel peut-être 5 ans, 7 ans, 10 ans après le divorce. Ça n'a pas de sens. Donc à mon sens, mais ça n'engage que moi, peut-être une équipe de congrès, je ne sais pas, à mon sens, la règle est ici facile à détourner. Au lieu de dire que les acquets doivent être valorisés à date de la liquidation, à la date la plus proche de la liquidation, il suffirait de prévoir que les acquets sont valorisés à la date de dissolution. Très rapidement, la fiscalité latente, question qui se pose à la fois pour les droits sociaux, mais aussi quand parfois nos époux ont des avoirs financiers à caractère un petit peu particulier. C'est toujours délicat d'expliquer à un client que sur un produit qu'il détient qui vaut 100 et sur lequel il doit probablement payer une fiscalité de 20, eh bien, on doit retenir 100. Mais c'est malheureusement le sens d'une jurisprudence bien connue de 2014, et c'est celle qu'on retrouve souvent dans nos dossiers et qu'on ressort dans nos dossiers à cette occasion, puisque la Cour de cassation considère que la plus-value latente n'est pas un passif de communauté, ce qui se comprend parce que c'est une fiscalité qui n'existe pas encore et finalement dont on maîtrise bien peu les contours si elle était amenée à être modifiée à l'avenir. Alors, deux solutions, tenter de raisonner les clients, c'est pas certain qu'on y parvienne, leur dire de vendre les parts et ou les titres en question pour réaliser tout de suite la fiscalité difficile. À titre de transaction, quand cette fiscalité est déterminée, déterminable, et parce que souvent ça va être un des derniers points bloquants dans un dossier, il est vrai qu'en pratique, les notaires qui liquident, et on a déjà partagé cela en formation avec certains d'entre vous, eh bien, acceptent parfois de tenir compte de cette plus-value latente dans leurs actes. Alors évidemment, dans ce cas-là, il faut éventuellement se poser la question de l'accompagner d'une belle reconnaissance de conseil donné. Mais parfois, les deux époux sont d'accord pour l'écarter, donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas le retenir en pratique. Après avoir envisagé la valorisation des titres sociaux, il nous reste, dans un ultime élan, envisager la transmission des titres sociaux avec une dichotomie qui me paraît assez évidente. Soit les titres sociaux sont communs, voire un divise qui est plus rare, et il sera davantage question de partage, soit les titres sociaux sont propres et personnels, et la modalité phare, si je puis dire, de la transmission, ce sera la cession. Envisageons tout d'abord le partage des titres sociaux. Oui, donc partage qui s'imposera dès lors qu'on a une communauté, qu'on ait des parts sociales ou des actions. Si on a des parts sociales, on va se poser dans un premier temps la question de l'époux associé qui reprend ses parts, alors que l'autre n'est pas associé. On est sur des acquis en valeur, pas de distinction de titre et finance, je passe rapidement. C'est une solution qui assure la pérennité, la stabilité de la société, sachant qu'on retrouvera en valeur dans la liquidation, évidemment, le montant de ses droits sociaux. Alors, en revanche, cette jurisprudence est très intéressante. C'est que vraiment, seul l'associé peut se voir attribuer les parts. Ça, c'est vraiment le principe pour des parts sociales, ce qui écarte d'emblée la pratique du tirage au sort. La jurisprudence nous l'a également confirmé. Et ce qui écarte aussi toute velléité pour un conjoint de se faire éventuellement attribuer ses droits sociaux alors qu'il n'est pas associé, par exemple au titre de la prestation compensatoire. Mais que se passe-t-il alors si les deux époux sont associés ou si nous avons un associé qui veut se voir attribuer les parts ? Alors, lorsque les deux époux sont associés, la situation est finalement assez rare, puisqu'on l'a dit en pratique, souvent on fait renoncer le conjoint à la revendication de la qualité d'associé. N'empêche que si on suit la jurisprudence de la Cour de cassation, tenez-vous bien, chacun doit, donc dans le cas où ils sont tous les deux associés, quand même, chacun doit se voir attribuer les parts. Donc je me permets d'attirer l'attention sur cette règle-là, parce que j'ai déjà vu passer un certain nombre de partages où on attribuait les parts de madame à monsieur, de monsieur à madame, pour qu'évidemment un seul des deux reste associé. Sauf qu'en réalité, vous n'êtes pas censé pouvoir, dans le cadre d'un partage, attribuer des parts qui en nature sont propres. Donc, de prime abord, et si on a des réponses du Cridon et notamment aussi de M. Renaud Mortier en ce sens. J'interviens beaucoup sur vos terres. Certes. Une cession de parts, enfin un acte de cession de parts devrait être envisagé pour le transfert des titres de l'un à l'autre. Alors, que se passe-t-il néanmoins lorsque les deux donc restent, puisque donc les deux peuvent tout à fait rester associés, même si l'hypothèse reste finalement relativement rare. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Le risque, c'est une mésentente qui va bloquer le fonctionnement de la société. Donc évidemment, des solutions existent. D'abord sur le plan civil, l'article 831 du Code civil prévoit pour les droits sociaux la possibilité d'une attribution préférentielle. Pour en avoir discuté assez longuement avec Erika en préparant cette intervention,
on s'est dit qu'on voyait difficilement comment ce texte pouvait s'appliquer ici en réalité. J'ai mis une position réservée sur l'attribution préférentielle. Encore une fois, l'attribution préférentielle suppose que je demande l'attribution préférentielle d'un bien commun. Or ici, le titre en nature appartient à mon conjoint. Donc je ne vois pas comment je peux demander l'attribution préférentielle d'un titre qui appartient à mon conjoint. Donc moi j'émets beaucoup de réserves. Je l'ai vu souvent noter, cette possibilité d'attribution préférentielle. Alors il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, qui nous échappe, mais c'est vrai qu'on émet les plus vives réserves sur la possibilité d'une attribution préférentielle s'agissant de part sociale. Donc du coup, les mécanismes pacificateurs, ils doivent être recherchés en droit des sociétés. Ils sont au nombre de 2, que je cite un peu pour mémoire. Donc en cas de conflit entre les ex-époux qui sont demeurés associés, vous avez la possibilité, en vertu de l'article 1844-7 cinquièmement, 1844-7 cinquièmement, de demander la dissolution de la société pour mésentente. Étant ici rappelé que la colocation est particulièrement vigilante sur la notion de mésentente, qu'elle apprécie par rapport aux intérêts de la société et non au regard des seules crispations entre les associés. En d'autres termes, la mésentente entre les ex-époux aux yeux des magistrats doit entraîner une paralysie du fonctionnement de la société, sinon elle n'entraînera pas la dissolution de la dite société. Le deuxième mécanisme utilisé, et là pour le coup les hauts magistrats font preuve de davantage de souplesse, c'est le retrait d'un associé pour juste motif. C'est une autre solution. Cette possibilité est visée à l'article 1869 du Code civil. Très rapidement, ensuite, les actions. Les actions constituent des acquis en nature, donc toutes les règles du partage sont susceptibles de s'attribuer. Cette fois-ci, on va avoir en effet des actions qui peuvent se retrouver soumises à la loi de partage, qui, à mon sens, peuvent répondre aux critères de l'attribution préférentielle, si ce n'est que, encore une fois, en pratique, c'est plutôt l'associé qui va récupérer ces actions et on voit mal, même si ça semble possible sur le terrain du droit, comment celui qui n'est pas actionnaire se verrait attribuer les actions, surtout s'il n'a aucun rôle dans la société. Et sachant que de toute façon, en principe, les clauses agrément déjà limiteront cette entrée, me semble-t-il, en pareille occurrence. Nous allons assez vite, le temps nous étant compté. Je voulais rappeler quand même des choses importantes s'agissant du partage, puisqu'en effet, en communauté, encore une fois, on procède par acte de partage. Alors, ce qui n'empêche pas les avocats éventuellement de faire un rappel en marge dans leur convention, voire éventuellement de faire un acte de droit des sociétés, mais ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est qu'ils rédigent une cession de part en marge de votre acte de partage, parce que ça veut dire que d'un côté, les époux seraient soumis au indice du droit de partage, et que de l'autre côté, eh bien, les époux paieraient une cession de part avec les droits de mutation que nous connaissons et une plus-value mobilière qui peut être très importante. Imaginez en effet un capital statutaire à 500 € et des parts qui aujourd'hui en valent plus d'1 million, même s'il y a des mécanismes correcteurs dans le cadre du calcul de la plus-value mobilière, ça fait quand même souvent des plus-values très importantes. Alors, même si les avocats ne rédigent pas d'acte de cession, il est évident qu'on peut prévoir une assemblée générale pour encadrer le principe de la transmission des parts. Et bien évidemment, les formalités postérieures devront être réalisées par l'époux et les formalités de publication et de mise à jour des statuts. Pour finir sur les cessions vont intervenir cette fois-ci quand les parts ou les actions ne seront pas communes, mais seront individualisées. Je rappelle qu'on ne peut pas, je l'ai déjà vu dans un dossier, on ne peut pas faire un partage des parts si les parts sont individualisées, même si nos clients sont bien sympathiques et qu'on veut leur faire échapper justement à la très forte fiscalité des plus-values mobilières, voire aux droits de mutation de cession. Ce sera bien, malheureusement, on n'a pas le choix, un acte de cession de parts qui s'imposera, qui sera rédigé le plus souvent par les avocats ou encore une fois par un expert comptable. Dans ce cas-là, vous n'avez pas la main sur la totalité des actes. Donc si vous êtes en charge du règlement de régime matrimonial, il faut vraiment s'assurer que les avocats ont bien préparé les actes de cession en marge et qu'il n'y aura pas de mauvaises découvertes en dernière minute, soit au titre du prix de cession qui doit être réglé et ou des comptes courants d'associés qui doivent être récupérés et ou aussi de la fiscalité, encore une fois, attachée à cette opération. Rappelons que dans un acte de partage, là, ici, vous allez retrouver les comptes courants d'associés à l'actif à partager. Il ne faut pas évidemment les oublier. Quand c'est un acte de cession, vous n'aurez pas la main là-dessus. Or, c'est très important parce que l'époux, ce n'est pas parce que la cession a été réalisée qu'on abandonne son droit à être réglé des comptes courants d'associés. La jurisprudence nous le rappelle. La prescription est une prescription quinquennale pour récupérer les comptes courants d'associés, mais qui court uniquement à compter de la demande et non pas à compter de la cession, comme on pourrait le penser. Très rapidement, vraiment de dernières remarques. Je veux bien, s'il vous plaît, parce qu'on arrive au... Ça sera très rapide. Juste sur l'hypothèse du partage, où il ne faut pas oublier aussi, donc on l'a vu évidemment, les parts, les comptes courants d'associés, les récompenses s'il y en a lieu, à la marge, pardonnez-moi, à la marge aussi l'indemnité de gestion,
qui peut s'opposer au titre de l'article 815-12. Et enfin, c'est enfin ma conclusion, n'oublions pas également les aspects de droit des contrats qui peuvent se poser et la question des cautions. Parce que l'on soit associé ou non à la société, quand finalement tous les liens sont rompus, société ou mariage, eh bien, il ne faut pas qu'un ex-époux se retrouve encore caution des engagements d'une société. Et ça, c'est souvent une problématique qu'on rencontre et à laquelle on n'a pas toujours des solutions, même si le plus souvent, on arrive fort heureusement à proposer des substitutions de garantie. Merci beaucoup de votre écoute pour ce sujet qui était relativement touffu. Sachant que Stéphane, je lui ai accordé, oui, parce que c'était Stéphane qui devait conclure, alors je lui ai accordé 2 minutes, attention, on va voir si le challenge est relevé. Une minute pour chaque... 2 minutes au lieu de 20, mais je sais comment je vais m'en sortir. Oula, je veux bien voir ça. Oui, en conclusion, on voulait envisager... Alors, vous ne faites pas nécessairement tous beaucoup de liquidations, mais ce qui est certain, c'est que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, envisagez peut-être en amont les contrats de mariage. Et donc, je voulais dire 2 mots sur la protection du patrimoine professionnel en vue du divorce. Quelles solutions préconiser en amont pour justement éviter les solutions que nous avons égrenées tout au long de notre intervention. Il y a un choix naturel qui se fait, évidemment, c'est la séparation de biens purs et simples, que je n'ai pas besoin de développer. Je vous rappelle qu'il existe une option intéressante qui est redevenu d'actualité avec la loi du 31 mai 2024, c'est la participation aux acquets, que vous pouvez assortir soit d'une clause d'exclusion des biens professionnels, soit d'une clause de plafonnement de la créance de participation, auquel on ne pense pas assez souvent à mon sens. Et puis, existe peut-être une option à développer, que la pratique notale ne s'est pas vraiment emparé jusqu'à aujourd'hui, c'est la communauté conventionnelle. C'est là qu'on pense aller rechercher dans les régimes conventionnels une solution, alors que finalement la protection du patrimoine professionnel, on peut pourquoi pas la trouver dans une communauté conventionnelle où on réduirait le champ d'action de la masse commune et qu'on exclurait pourquoi pas des biens professionnels, à supposer bien évidemment, enfin à supposer non, mais en ayant conscience qu'on ne peut pas exclure les biens professionnels et en même temps les revenus des biens propres, puisque dans ce cas-là, on exclurait de la masse commune également les revenus tirés de la profession. Alors pourquoi je passe 1 minute très rapidement sur ces options, le choix naturel, la séparation de biens, l'option intéressante, la participation aux acquets et l'option à développer, la communauté conventionnelle, parce que je vous invite tout simplement à vous rendre du côté de Montpellier des 24 au 26 septembre. Je pense que l'équipe du Congrès, du 121e Congrès, devrait aborder ces questions-là de manière beaucoup plus approfondie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphane David, bravo pour avoir tenu le challenge. On va prendre quelques questions. Alors, vous avez eu la gentillesse, Erika vient de me faire signe, de dire que les questions qu'on n'aura pas eu le temps d'explorer là, maintenant, vous acceptez d'y répondre par mail. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc on va quand même en prendre 2. La première, la voici. Sans abréviation, j'apprécie le geste. Dans le cadre d'une cession de parts qui dépendent de la communauté par l'époux seul associé, le conjoint doit-il intervenir à l'acte en qualité d'intervenant ou en qualité de cédant? Donc là, on est sur des parts sociales, a priori, et pendant la communauté. Acquis en nature. C'est la cogestion, donc à mon sens, oui, il doit intervenir à l'acte. En qualité d'intervenant, s'il intervient à l'acte, oui. Si on est sur des parts sociales, c'est la cogestion de l'article 1424, donc les deux doivent intervenir à l'acte. Tout à fait. On va en prendre une deuxième. Question sur la valorisation de la société. Ça, on en a parlé pour le coup. Oui. C'est bien la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on doit tenir compte de la date du partage. C'est toute la problématique. Mais je vois très bien, c'est une question... La sanction est très rude. Une question subtile, c'est que bien sûr qu'on doit prendre la valeur de la société à la date la plus proche du partage, mais puisque la Cour de cassation nous enjoint de tenir compte éventuellement de l'industrie, on peut ici se dire que si la société a pris de la valeur dans les derniers mois, dernières années, postérieurement à la dissolution liée à l'industrie de l'un des époux, on est censé ne pas tenir compte de cette industrie qui doit pour le coup lui rester personnel. Enfin, c'est mon avis. Donc oui, c'est en tout cas la réponse facile à faire, c'est oui, il faut tenir compte de l'état de la société au jour de la dissolution, même si sa valorisation se fait à date la plus proche du partage. Avec la difficulté que cela représente, évidemment. Eh bien, je vais vous remercier tous les deux. On va vous applaudir une nouvelle fois.